Bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs et dirigeants de petites entreprises, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à leur quotidien et à leurs enjeux. Pourquoi parler des petites entreprises ? Déjà, parce qu'elles représentent 95% des entreprises en France. Ensuite, parce qu'elles font face à des défis spécifiques. Du fait de leur petite taille, elles ont souvent une structure plus fragile et leurs dirigeants sont absorbés par leur quotidien et leur métier et n'ont pas forcément de formation en gestion ou en finance. Ici, nos invités partagent des témoignages, des conseils et des outils concrets pour vous permettre de gagner du temps dans votre apprentissage ou d'éviter certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Installez-vous, c'est parti. David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. La première question, je vais te demander de te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours. Merci à toi pour l'invitation, Sylvain. Et ravi d'être là. Moi, j'ai 38 ans, papa de 3 enfants. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait Centrale Supélec. Et ensuite, j'ai débuté ma carrière pendant 3 ans dans le conseil en stratégie, dans une entreprise que tu connais bien, je crois, Ouais. Oliver Wyman, avant de me mettre à mon compte pour lancer des concepts principalement dans le loisir, non, pas exclusivement, mais pas loin dans le loisir. Donc j'ai lancé plusieurs sociétés. La première que j'ai lancée, c'était un escape game qui s'appelle Hint Hunt. Ensuite, j'ai lancé un jeu de cartes qui s'appelle Limite Limite. Ensuite, j'ai lancé un magasin de glace qui s'appelle Nitrogénie. Ensuite, j'ai lancé un- un studio de jeux vidéo, mais d'appli mobile, qui s'appelait GIS. Ensuite, j'ai lancé une foncière qui s'appelle LM Invest. Et ensuite, j'ai lancé Bomb Squad, qui est un action game, plus récemment. Et là, c'est pas encore lancé, mais je lance d'ici 2 mois un bar à thème dans Paris qui s'appelle Pan, où les gens sont amenés à tirer sur des cibles digitales. Et parmi toutes ces entreprises, est-ce qu'elles existent toutes encore? Tu les gères encore toutes? Ou certaines ont été soit revendues, soit ont fermé? Non, effectivement, aujourd'hui, Nitrogénie, qui est mon concept de glace, je l'ai fermé. Voilà, ça a été un échec. J'ai pas réussi à faire décoller le concept. Et Limite Limite, je l'ai revendu, effectivement, il y a 3 ans. Donc je suis plus détenteur de cette marque. Tous les autres, je les ai encore. Donc Int Hunt, Bomb Squad. Non, pardon. Dernier que j'ai plus non plus, qui s'appelle GIS, la société d'appli mobile. Ok. Je l'ai fermé aussi, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, il me reste 4 sociétés. Reste, entre guillemets. J'ai donc toujours l'escape game Int Hunt, j'ai l'action game Bomb Squad, j'ai la foncière LM Invest et j'ai Pan que je lance dans 2 mois. D'accord. Très bien. Bon, déjà, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce domaine-là? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu as toujours voulu développer des jeux? Qu'est-ce qui explique que tu sois lancé dans ce domaine précisément? Euh, Honnêtement, moi, c'est complètement une passion. J'ai- Je suis joueur depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit, je créais des chasses au trésor pour mes frères et sœurs. Plus grand, c'est moi qui lançais des tournois de poker à Supélec. Voilà, tu parles à mes amis, ils te diront que je suis toujours celui qui sort un jeu de société en soirée, toujours celui qui motive à aller faire un blind test ou un karaoké. Donc je suis un énorme fan de jeux. Et en parallèle de ça, même dans mon temps libre, je suis un grand, grand fan de jeux vidéo. Voilà, j'ai toutes les consoles. J'étais un joueur presque pro de Clash Royale ou d'Age of Empire 2, tu vois. Donc j'ai beaucoup joué. Donc oui, c'était une passion. Et après, c'est aussi été corrélé à un hasard parce qu'en fait, au sein de ma passion, comme je teste souvent des concepts de jeux pour mon amusement personnel, eh bien en 2013, je suis tombé sur un escape game en Hongrie qui s'appelait Intent. Et je trouvais le concept tellement sympa que c'est à l'époque, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je crée, allez, je me lance et je crée ce concept, quoi. Et donc, du coup, c'est le même nom, donc tu étais franchisé de concept hongrois, c'est Exactement. ça? Ouais, Ok. tout à fait. J'étais franchisé. À l'époque, il n'y avait pas d'escape game en France. Il faut bien se dire que c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a, je pense, il faut regarder les stats, mais il doit y en avoir plus de 500 en France. À l'époque, il n'y en avait pas. Du coup, quand j'allais... Zéro. Zéro. Du coup, quand j'allais voir des banques, je me disais, mais c'est quoi ce concept? À l'époque, en fait, il n'y avait pas grand-chose dans le loisir, hein. Il y avait des laser games, des bowling, et c'est à peu près tout, hein. Des karaokés, s'il y avait déjà BAM.
Donc du coup, Et les anciens, billard, oui, oui, ouais, billard, mais c'est pas un stand-alone ça, billard. Je pense pas qu'il y ouais. a une salle dans Paris où tu fais que du billard, quoi. C'est souvent accolé à un bar ou un truc comme ça. Mais oui. Et du coup, quand je leur ai dit que j'allais enfermer des gens dans une salle et qu'ils allaient payer pour ça, ça a pas tout de suite fonctionné, tu vois. Et en fait, du coup, la franchise m'a, permis de concevoir le truc, parce que pour moi, c'était encore assez abstrait. Puis j'étais jeune, j'avais 26 ans. Et de deux, ils m'ont fourni tous les chiffres qui ont permis d'appuyer ma demande de financement bancaire, tu vois. Donc voilà, mais évidemment, après, l'escape game, c'est largement démocratisé en dehors de la franchise, même s'il y a quand même des grandes franchises avec Escape Hunt, Get Out, qui sont des grandes franchises en France. Mais pour la petite histoire, Escape Game, je sais plus si je t'avais raconté le nom, c'est moi qui l'ai sorti, parce qu'en fait, en France, ça s'appelle Escape Game, mais partout dans le monde, ça s'appelle Escape Room. Mais j'avais peur à l'époque que Escape Room se fasse trop anglophone. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais appeler mon truc Escape Games. Ça paraît plus France, ça va plus parler aux Français, quoi. Ok. Alors, je le savais, mais j'espérais que t'allais le dire, sinon je t'aurais avancé de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, du coup, donc tu as plusieurs sociétés. Comment est-ce que tu t'organises? Enfin, tu as plusieurs concepts. Déjà, est-ce que Ouais. tu as plusieurs sociétés? Et globalement, si tu devais nous décrire un peu les tailles des équipes sur chacun de ces projets ou chacune de ces sociétés, ça ressemble à quoi? Donc j'ai quatre sociétés, comme je te disais. En fait, j'en ai même cinq, puisque j'ai ma holding personnelle qui regroupe un petit peu tout ça, mais j'en ai quatre opérationnels. Ouais, Donc si on fait dans l'ordre, la principale, enfin la première, c'est donc Intent, l'escape game, qui est un concept qui encore aujourd'hui fait dans les 1 million de chiffre d'affaires. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent dedans. Celle-là, je l'opère depuis 10 ans, donc je la connais par cœur, et puis on a beaucoup de recul dessus, on a beaucoup de process qui ont été mis en place. Donc, je vais te dire, il n'y a plus énormément de business développement à faire. En plus, l'escape game, c'est un petit peu passé de mode, entre guillemets. C'est elle aussi qui porte la salle de quiz, hein, quiz boxing. Donc, en fait, je l'englobe dedans. ok, Qui est la dernière, d'ailleurs, évolution qu'on a faite, puisque c'était il y a 3 ans. Et celle-là, donc, elle se gère un peu toute seule. Donc, moi, j'y passe, je pense que si je devais te quantifier, j'y passe peut-être 2 3 heures par semaine, tu vois, de travail dessus, je veux dire. ok, Donc c'est pas énorme. Je vérifie les chiffres, je vérifie les derniers avis, je vérifie les stats de conversion sur les Google Ads, Meta Ads. Je fais un petit point rapide avec mon directeur. Donc j'ai un directeur qui gère depuis plusieurs années. Mais voilà, celle-là, elle est assez stable, entre guillemets, et mature, voire même plutôt dans la pente descendante, on va dire. ok. Et là, pardon, tu as combien de sites? Donc, il y J'en a. ai trois. Ok, trois. Ouais, j'en avais quatre. J'ai fermé un site l'année dernière. Donc là, il m'en reste trois qui sont tous situés au quartier Beaubourg. Mais en fait, toutes mes boîtes sont dans le quartier Beaubourg, donc c'est simple. Ok, C'est mon quartier, j'habitais là-bas avant. Maintenant, je suis à Vincennes. Donc ça, c'est la première. La ok, deuxième, du coup, que j'ai ouvert, si on fait dans l'ordre chronologique, c'est LM Invest, qui est donc la foncière. Donc là, je gère juste ça avec un ami. Et on a une conciergerie, plus on a un agent immobilier qui chasse des biens pour nous. Voilà, on a quatre biens. Ça me demande un peu de temps aussi, mais donc ça, c'est pas dans le secteur du loisir, mais ça me demande quand même du temps, parce que tu vois, pas plus tard qu'il y a pas si longtemps, un dégât des eaux, il faut que j'aille sur place pour vérifier ce qui s'est passé. Il faut qu'une chaudière qui a été pétée, il faut la remplacer, etc. Voilà, donc ça, c'est la donc ça, troisième. ouais, Ça, je dirais que ça me prend, on va dire, une demi-journée tous les 15 jours, quoi. ouais. Et donc mes deux gros projets, parce que tu vois, pour l'instant, je travaille pas beaucoup, Mhm. c'est donc Bomb Squad et Pan. Bomb Squad, donc c'est un action game, donc c'est un peu l'évolution de l'escape game, entre guillemets. Tu vois, c'est un jeu où, à l'inverse d'un escape game, t'as pas de fouille et t'as pas d'indice sur un écran, mais tu es plutôt dans une salle chronométrée avec des énigmes de logique à faire, mais dans un temps délimité, et qui te font gagner le plus de points possible. Si je dois comparer, il y a Coesio qui existe depuis quelques années, qui ressemble un petit peu, mais en format plus grand. Et aujourd'hui, tu as des concepts comme Prison Island ou Fort Boyard Adventure qui ressemblent. Ok, Voilà. Donc ça, je vais vers dans Paris, sur un plus petit format que tout ce que je viens de te mentionner, 120 mètres carrés. Et donc, le concept final, c'est qu'à la fin, tu dois désamorcer une bombe, et si t'arrives pas à la désamorcer, tu te prends de la peinture dans la figure. Donc ok, c'est très rigolo. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ça fait un malheur. Donc on a été très vite rempli à Paris, tu vois, on va faire plus d'1 million de chiffre d'affaires avec juste un centre dans Paris. Tu vois, je te disais tout à l'heure, Intent, 1 million, mais sur 3 centres. Là, on en a qu'un seul. C'est plus rentable. Euh,
Et puis, c'est hyper marrant, on a un bar à thème, on propose des collations aux gens. Et donc ce concept-là, je le déploie en propre, mais aussi notamment en licence. Donc là, on en a déjà ouvert 9, dans 9 villes, Berlin, Bruxelles, Fontainebleau, Nîmes, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Et donc du coup, ça me prend beaucoup de temps, à la fois le business développement, en propre et en franchise. Et alors, ce que tu appelles business développement, c'est aller trouver des futurs franchisés ou des gens sous licence. Donc, du coup, tu vas proposer à des entrepreneurs d'utiliser ta licence et de créer leur propre société et d'avoir le droit d'exploiter ton nom, le concept, c'est ça? Exactement. Ok. Et quand on en parlait un peu en off, tu me disais que c'était un produit plutôt tech, il me semble. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux juste être un peu plus précis sur ce point? Qu'est-ce qui est tech en fait dans l'expérience que tu vis? Bah, en fait, effectivement, un escape game, c'est pas très tech finalement. Un escape game, tu trouves une clé, tu ouvres un cadenas. Alors si tu as des escape games qui sont un peu plus tech, où tu appuies sur des boutons et ça va te débloquer un tiroir automatiquement ou ça va lancer une vidéo, mais ça reste assez basique. À l'inverse de ce jeu, finalement, effectivement, ce que je leur donne le droit d'exploiter, c'est mon logiciel. Parce qu'en fait, à la fois, ça reconnaît les clients directement avec un badge, qui derrière, dans chaque pièce, va les reconnaître automatiquement Mhm. et va, les identifier avec leur score associé. Ça va lancer automatiquement la pièce, et il y a plein de niveaux qui vont se succéder, automatiquement, il y a pas de rangement. Ça va détecter si dans la salle d'après, il y a quelqu'un et ça va les faire, passer ou non dans la salle d'après. Donc ça va enchaîner toutes les salles en gardant leur score associé, et cetera. Arrivé à la fin, ça va automatiquement transformer ça en temps pour la bombe. Ça va envoyer automatiquement les photos, les vidéos. Ça va derrière, automatiquement, stocker leur score dans la base de données, et mettre à jour tous les pourcentages de succès qu'on donne, le leaderboard, et cetera. Et le plus gros point aussi derrière, c'est que tout ce que je viens de te mentionner est paramétrable dans un back-office. C'est-à-dire que nous, on peut paramétrer, on peut leur enlever des points, leur ajouter des points, leur ajouter du temps, modifier les scores, les faire passer au niveau suivant, modifier le niveau, les faire recommencer le niveau, les faire sauter une salle. Tout ça via ton téléphone, en fait, qui est accessible sur ton téléphone. Donc via une web app qui est sur notre téléphone. On peut aussi changer la langue, c'est disponible en 4 langues, français, anglais, néerlandais, allemand. Et donc ce logiciel, qui est à la fois un logiciel de jeu, mais un logiciel aussi de gestion, eh ben, on le donne aux franchisés, tu vois, et enfin aux licenciés. Et c'est donc ça qu'ils exploitent en parallèle effectivement de la marque et de toute la Les créa conseils. autour du concept de la créa graphique, des sons, des vidéos qu'on a produites. Mais effectivement, en fait, le produit qui nous a coûté le plus cher et qui nous a demandé le plus de temps, hein, c'est tout ce logiciel dont je viens de te parler. Et en fait, ce logiciel, donc, il organise le jeu, il te permet toi-même de l'administrer Ouais, et il est conçu pour augmenter l'efficacité, j'imagine, donc réduire le nombre de personnes qui sont nécessaires pour faire tourner. exactement. Ok, donc ok, tu promets du coup une rentabilité aussi grâce à ce logiciel, j'imagine, ouais. Bah oui, parce qu'en Ouais. fait, un escape game, dans une salle, tu as un mec qui doit s'occuper du groupe en question pour vérifier qu'ils sont pas bloqués, leur donner peut-être des indices, les accueillir à la fin, les débriefer. Là, dans les 5 salles, une seule personne peut surveiller les 5 salles d'un coup et il a strictement rien à faire normalement, quand ça se passe bien. Parfois, il y a des groupes qui comprennent pas, parfois il y a des bugs, mais normalement, quand ça se passe bien, il a strictement rien à faire et les groupes enchaînent. Et juste parfois, bah, tu vois, il va voir qu'un groupe est bloqué, hop, en un clic, il va les faire passer au niveau d'après. Il va voir qu'un groupe a eu un écran qui s'est éteint, ça arrive parfois, il y a des petits bugs, hop, en un clic, il relance l'écran. Parfois, il y a un groupe qui a besoin d'un peu plus de temps parce qu'il y en a un qui est parti faire pipi, hop, il met pause et puis il relance quand le mec revient. Une seule personne, et même en faisant autre chose, peut administrer 5 groupes. Tu vois, Ok. l'efficacité Et, et, niveau ROI. et du coup, j'imagine que ça se traduit, enfin, tu l'as vu dans tes chiffres, quoi, le fait que ça, c'était beaucoup plus rentable que un site où, voilà, tu as un concept un peu plus consommateur en main-d'œuvre, quoi. Ouais, en fait, Ok. ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, c'est plus rentable, mais au-delà de ça, il y a des plus grosses barrières à l'entrée. Ouais. Parce qu'en fait, le projet total m'a coûté presque 1 million d'euros. Tu vois, un logiciel comme ça se fait pas en un clic, quoi. Derrière, on a passé beaucoup de temps de R&D à la fois sur le matériel pour streamliner le truc, tu vois, pour en ouvrir 9 et là, on en ouvre un tous les mois. Mais en fait, tu peux pas faire des trucs trop custom, sinon tu peux pas les reproduire et les dupliquer tous les Mm. mois. Donc, il a fallu réfléchir à une manière de produire tout le matériel de manière la plus efficace possible et la plus normalisée possible. Et après, tu as ce logiciel qui est quand même aujourd'hui assez compliqué à dupliquer, tu vois.
Et ça, c'était un truc qui m'avait frustré avec Intent, l'escape game, parce qu'en fait, en 2 ans, il y en avait 50, tu vois. Et j'avais l'impression de m'être fait bouffer mon concept. Et je m'étais dit, vas-y, le prochain concept que je crée, et pense, c'est un peu le cas aussi, tu vois, le bar à thème. J'en ai marre que les gens, tout le monde fasse la même chose que moi. Mhm. Je veux créer un truc où quand même j'ai mis un peu de temps, un peu de capex, et comme ça, je sais que je suis un peu tranquille pendant quelques temps, quoi. Ok, super clair. Bah, du coup, ça nous amène vers ton. Airplan. Ouais, Voilà, bah, ça c'est le dernier, donc je fais la promo en live, mais ça ouvre dans 2 mois, début avril. Donc c'est un bar à thème qui est inspiré d'un concept anglais qui s'appelle Clays. Mais c'est pas exactement pareil, je précise, parce qu'en fait, eux, ils sont que sur le ball trap, donc c'est un simulateur de ball trap, eux, et nous, on est plus sur le tir un peu général, il n'y a pas que du ball trap. Et donc, c'est un bar de 500 mètres carrés dans Paris, rue de Paradis, où tu peux réserver ta salle privée, enfin semi-privée, parce que c'est un petit peu ouvert, et tu tires sur des cibles virtuelles, mais avec une vraie arme, un fusil de chasse authentique qu'on a neutralisé évidemment, qui ne peut plus rien tirer, mais il est détecté par un des capteurs. Et tu tires sur des cibles. Alors, il y a 8 modes de jeu. Toi, tu tires sur des palets comme du ball trap. Je sais pas si tu vois ce que c'est le ball trap. ouais, bien sûr, c'est des palais d'argile, c'est ça qu'il Ouais, faut voilà. envoyer avec une Mais nous, on sonde. essaie un peu de démocratiser ça d'un côté, mais aussi pas que. On a un mode un peu saloon Far West où tu tires sur des cibles et tu sais, en mode duck hunt. Et du coup, là, tu tires sur des cibles et donc tu as un mode de jeu, tu dois tirer le plus vite possible. Tu as un mode de jeu où tu dois surtout pas te tromper parce que tu as des cibles qui changent de couleur. Tu as un mode de jeu où plus tu fais des combos, plus tu gagnes de points. Enfin, tu vois le style. Et en parallèle, bah, un peu comme les bars à thème sociaux classiques aujourd'hui, qu'il y a comme les fléchettes ou les karaokés, tu peux commander à manger, à boire et profiter d'une expérience un peu ludique avec tes potes, quoi. Ok, excellent. Et donc ça ouvre. Donc tu commences par un, c'est ça? Et l'idée, c'est que est-ce que tu as aussi développé une tech là-dessus? Est-ce que c'est ça que tu vas potentiellement donner en licence si ça fonctionne? C'est le même fonctionnement? Exactement, ouais. En fait, comme je te disais, moi j'en ai marre de faire des trucs que tout le monde peut faire après derrière. Donc j'ai réfléchi le concept, même si cela dit, je pompe le truc d'un truc anglais. Mais on a redéveloppé toute la tech. On a développé tous les jeux, on a imaginé les jeux. C'est pas les mêmes que le concept en Angleterre, je te disais. Et le but, c'est effectivement d'en ouvrir d'autres. Mais je pense pas en licence ou franchise ce coup-ci, parce qu'en fait, il faut des gros capex. On veut respecter notre image de marque, on veut pas que les gens fassent n'importe quoi. Donc, c'est pas encore complètement arrêté, mais j'imagine plus qu'on va le développer en propre, ouais, ce concept. Ok, parfait. Merci beaucoup. On a passé pas mal de temps sur la description de tes Ouais, activités parce que peut-être pas trop. t'en as pas. Non, pas du tout. Non, c'est super intéressant. Puis on a déjà couvert des questions que j'avais en tête après. Comme je te l'ai expliqué en préambule et comme ça a été expliqué dans l'introduction, notre idée c'est de partager des enseignements en fait avec les créateurs ou les dirigeants actuels Ouais. en ayant un prisme un peu analyse économique. Donc je vais nous ramener un peu vers ça. Déjà, qu'est-ce qui est difficile dans la gestion de tes entreprises? Et là, pour le coup, s'il y a des vraies différences marquées entre tes concepts, faut pas hésiter à le faire. Je te propose qu'on parle aussi de ton expérience de glacier à part dans une partie suivante. Donc juste sur tes concepts liés au jeu. Voilà, c'est quoi la clé en fait, la difficulté pour gérer ces concepts? En gros, dans le modèle économique, qu'est-ce qui est Qui est clé? ouais, Écoute, il y a plusieurs choses, je pense. La première chose, c'est ton acquisition client, puisqu'en fait, moi, j'ai des concepts qui sont très B2C, même s'il y a quand même beaucoup de team building, mais ça reste quand même assez B2C. Et en fait, c'est comment moi, dans mon secteur, c'est comment tu te fais connaître par rapport aux autres, tu vois. Je te disais, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses. T'as plein d'escape games à Paris, t'as du karaoké, t'as des fléchettes, t'as des concepts où tu dois tout péter dans une pièce, comme Fury Room. T'as des mini-golf, t'as des théâtres immersifs. Enfin, tu vois, maintenant, quand tu veux sortir avec tes Parisiens, tu commences un peu à avoir l'embarras du choix, quoi. Donc, comment tu te fais connaître par rapport aux autres? Et ça, c'est un truc que je commence petit à petit à craquer, mais que j'ai mis beaucoup de temps. Parce qu'en fait, comment tu fais? Tu as un sujet SEO, tu dois travailler en permanence, tu vois, donc tu files plein d'argent. je suis désolé. En fait, SEO, je vais expliquer au cas Allez, où vas-y. parmi ceux qui nous écoutent, ils ne sont pas forcément familiers avec le concept. Donc, SEO, en gros, c'est mettre des mots-clés
dans la description de ton concept qui vont diriger les gens qui cherchent des choses sur Internet vers ton concept, c'est Ouais, ça? c'est du référencement naturel. Voilà, ouais, voilà, c'était plus simple comme ça. C'est du référencement naturel parce qu'aujourd'hui, il y a 90% des gens passent par Google. Donc, il faut que quand tu tapes activité sympa Paris ou jeux sortis Paris, bah, en fait, tu remontes pas trop loin, quoi. Alors d'ailleurs, sur ces mots-clés-là, bah, moi, je pense que je remonte très loin. Mais bon, sur Escape Game Paris, jeux peinture Paris, tu vois, on peut imaginer que là, je pourrais ressortir un peu haut, quoi. Ouais, Mais c'est pas toujours si évident, en fait. Tu vois, Escape Game Paris, typiquement, Intent, on n'est pas bon parce qu'en fait, il y en a qui mettent tellement d'argent dans le SEO. Donc, ce référencement naturel, comment ça marche? En général, c'est trois choses. C'est si ton site est bien construit, tu vois, tu as des sites qui sont hyper lents et Google, il pénalise quand les sites sont lents. Des sites qui sont des vieux sites. Donc voilà, nous, on a refait notre site d'ailleurs récemment pour ça. Tu as ce qu'on appelle des backlinks. Tu sais, c'est tes liens qui renvoie vers qui toi. renvoient vers ton site. Plus tu en as, plus tu remontes dans le référencement, parce que Google considère que du coup, tu es un vrai site, parce qu'il y a plein de gens qui pointent vers toi. Et après, tu as le dynamisme de ton site. C'est-à-dire, est-ce que tu as plein d'articles de blog tous les jours, toutes les semaines? Est-ce que il arrive à détecter que tu as des réseaux sociaux qui mettent des contenus, tu vois, parce qu'ils redirigent vers ton site? Et donc, il faut être actif, en fait. Tu vois, tu peux pas te dire, ça y est, j'ai fini mon SEO, et pendant un an, ne rien faire, ça ne marche pas, tu vois. Donc ça, c'est un taf, c'est un gros taf. Moi, j'ai jamais été très bon, tu vois, là-dedans. Euh, que j'essaie de faire un peu plus maintenant, parce qu'en fait, ça reste clé. C'est peut-être plus clé dans certains secteurs, mais moi, dans le mien, quand même pas mal. Et donc voilà, l'axe A qui est te Acquisition faire client. Ouais. connaître, c'est un des premiers leviers, tu vois. Tu l'as délégué ça, vraiment, ou tu le fais? Et bah, figure-toi, je l'avais délégué. J'ai filé des agences, j'ai filé à mes gars de le faire et tout. Et en fait, c'était pas bien fait. Et je l'ai repris en direct parce qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que Farsiamon, tu vois. Sur ce truc-là, en fait, c'est tellement pointu parfois d'aller vérifier. En fait, tu peux trouver un milliard d'agences qui vont te vendre qu'ils vont te faire remonter ton site. Et en fait, ils vont te faire des articles de blog à l'appel ou te vendre des backlinks qui valent rien. Ils vont te facturer ça 3000 balles par mois. Je suis même en. Pour la petite histoire, je suis en litige avec un d'entre eux, tu vois. Parce que, en fait, je m'aperçois que derrière, c'était du vent, tu vois. En fait, si tu surveilles pas bien ça, ton SEO, ça peut vite être n'importe quoi. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur ton acquisition client, comment tu te fais connaître des autres, évidemment, après, c'est l'acquisition digitale, donc payante plutôt. Enfin, et d'ailleurs, il n'y a pas que payante, il y a aussi tes réseaux sociaux, comment tu animes tes réseaux sociaux. Ça, pareil, je l'ai délégué pendant longtemps. En fait, savoir ce que tu postes, à quel moment sur TikTok, sur Insta, voire sur LinkedIn, tu vois, le ton que tu emploies, les, les hashtags que tu mets. En fait, c'est pas si simple, hein, à filer à une agence qui est loin de ton business quand on gère 10 en même temps. Parfois, il fait pas ça très bien, tu vois. Ou même un alternant community manager, faut que tu aies un regard dessus, en fait. Donc voilà. Après, donc ça, c'est sur le community management. Sur l'acquisition payante, quelle vidéo tu sponsorises? Quel budget tu mets par jour? Euh, Est-ce que tu mets sur Meta, sur YouTube, sur TikTok, etc. Pareil, quel ton tu emploies? Quelle est l'audience que tu vises? 18-25, ou est-ce que tu laisses tourner l'algorithme de Google? En fait, tout ça, c'est un vrai métier aussi, c'est un vrai truc à surveiller. Et comme c'est du vrai argent derrière, parce que chaque jour, tu vas dépenser X euros de sponsoring, pareil, il faut le surveiller, tu vois. Donc ça, pareil, c'est un truc à surveiller. Et en parallèle de ça encore, comment tu communiques sur la presse traditionnelle ou les vecteurs traditionnels? Est-ce que tu prends une agence RP en permanence ou pas? Heu, voilà, toutes ces questions autour de ta marque et ta notoriété de marque finalement. Ou même, tu vois, là, dans 3 mois dans Bomb Squad, je vais faire une vidéo YouTube avec des youtubeurs. Sur Limit Image, j'en avais fait beaucoup, tu vois, tu payais pour des influenceurs qui Ouais, font une c'est ça, vidéo sur ouais. ton contenu. Et le ROI est pas toujours évident. En tout cas, à l'époque, il l'était, maintenant, il est un peu moins, je pense. Pareil, est-ce que tu tentes ça? Est-ce que tu fais une campagne dans le métro pour te faire connaître, tu vois? Dans mon secteur, la notoriété de marque, et la différenciation par rapport aux autres, elle est clé et elle est pas si simple, tu vois, au jour le jour. Enfin, Ok. Et donc là, ton expérience t'amène à avoir un peu des convictions sur il vaut mieux communiquer de telle façon sur tel média, dans le métro, ou plutôt en street marketing, ou plutôt. Enfin voilà, tu t'es forgé une expérience et donc tu as plus ouais, je de commence à certitude. avoir une bonne vision. Après, je pense que ça dépend beaucoup du concept ou du du secteur, même du secteur dans le loisir. Parce que, par exemple, tu vois, un bomb squad qui est très visuel, parce que tu vois des gens qui ont plein de peintures, bah, c'est plus facilement montrable en vidéo sur des réseaux sociaux, voire même, dans une campagne d'affiches, dans le métro. Alors qu'un Hinton, qu'un escape game où il y en a 10, où tu as juste des clés et des cadenas,
c'est plus dur à les faire dans le métro ou sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc là, on est beaucoup plus dans l'acquisition de mots-clés, tu vois, de gens qui tapent escape game sur Paris. Bah là, on dépense beaucoup d'argent là-dedans, quand on n'en met quasiment pas dans Bomb Squad, tu vois. Ok. Donc moi, ma conviction, c'est que le digital, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, tu vois. Que ce soit acquisition payante ou gratuite, faire du contenu de marque récurrent sur tes réseaux sociaux, faire de l'acquisition sur Google, l'acquisition sur YouTube, sur Meta, et que la presse traditionnelle dans mon secteur d'activité marche pas trop, honnêtement. Le métro, je suis pas trop convaincu non plus. Tenté ça une fois, ça n'a pas trop marché. Mais je pense que ça doit dépendre des marques pour le coup. Voilà. Et après, mon autre conviction, c'est que ça, pour le coup, si tu le suis pas au cordeau tous les mois, ça part très vite en couille, quel que soit le prestataire, quoi, même si tu as un bon prestataire. Et alors, donc deux questions. Qu'est-ce que tu suis du coup pour t'assurer que ça reste bien carré? C'est quoi? C'est en gros les sommes engagées et quoi le taux de Le CPA. clic? Pardon? Le CPA, Ouais, le coût par CPA. Ouais. acquisition, beaucoup. Alors après, il y a plein d'indicateurs, le CPM, le coût par mille, tu vois, le coût par impression, le budget dépensé par jour, par mois. Je cherche aussi. Après, moi, je vérifie plein de choses, mais par exemple, le coût par impression, si tu veux, sur TikTok et Insta, le coût par impression est moins cher sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens pour le même budget qui voient ta pub sur TikTok que Insta. Hmm. Par contre, tu as plus de gens qui achètent sur Insta que sur TikTok. Ok. Mais ma conviction, c'est que sur TikTok, en fait, ils passent moins à l'achat tout de suite, mais en fait, ils y pensent et plus tard, ils achètent, tu vois. Mais du coup, tu le traques pas. Donc ça, je regarde et quand je vois que le coût par impression est quand même beaucoup plus faible, bah, j'augmente le budget, tu vois. Donc oui, le budget, je l'augmente toujours et on passe presque d'une semaine à l'autre, on ajuste le curseur du budget ou on switch de YouTube à Google, à Meta ou à LinkedIn, tu vois. Donc ça, je le suis tout le temps, ouais, ces indicateurs. Et en parallèle, je suis aussi les visites sur le site. Parce qu'en fait, ça, c'est corrélé. Plus tu dépenses de budget, plus ton site a de Et trafic. fréquenté. Ouais, est fréquenté. Donc quand je vois qu'il y a des pics de trafic, je vérifie si c'est pas lié à telle ou telle dépense et j'ajuste en fonction. Ok. T'as pas. Donc ma deuxième question, c'est sur l'emplacement. T'as pas indiqué l'emplacement comme étant un moyen d'attirer des gens ou te faire connaître? L'emplacement du lieu? Ouais, la Alors, j'avais pas localisation. parlé de tous Ouais, les enjeux dont tu m'as ouais, sur ta question, ouais. mais Ah, pardon. Ouais, l'emplacement en est un, ouais, ok. effectivement. Après, c'est pas un sujet de. Pour moi, c'est pas du tout un sujet de notoriété de marque, Non, l'emplacement. c'est plus de flux, quoi, d'attirer des gens parce qu'ils passent dans la rue, mais c'est peut-être pas la façon dont ils s'organisent pour venir dans ce genre d'activité, quoi. Ouais, non. Ça se planifie, C'est tu prends rendez-vous. à la marge. Pas dans mon secteur, peut-être plus Voilà. dans un bar. Hmm. Ouais, Mon magasin de glace, c'était clé. Si on en ouais, parlera tout à l'heure, tu vois, ouais, je pourrais te dire que j'étais mal placé. Mais dans l'escape game, l'action game, voire même le bar à thème, les gens ils viennent, tu vois, parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux ok. et Ils pas passaient parce pas qu'ils parce sont qu'ils sont passés passés devant devant. 10 fois et que Non, ça leur donne envie. non. Ok, ok, très clair. Non, ce qui est plutôt crucial, c'est plutôt d'arriver à avoir un bon ratio mètre carré slash prix et être accessible, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, nous on est quand même très bien placé, on est dans le troisième secteur Beaubourg, je te dis. Hmm. Il y a des escape games qui ont ouvert au fin fond du 20e, à 5 ou 10 minutes à pied d'une bouche de métro. Bon, bah là, clairement, le responsable RH de la boîte à la Défense qui fait son team building, il n'a pas envie d'aller dans le 20e, tu vois. Hmm. Donc là-dessus, oui, je dirais plutôt comme ça, tu vois. Accessible et plus ou moins central. Après que tu sois sur une artère passante, on s'en compte. Ouais, ok, très clair. Parfait. Donc, acquisition Ouais, client, notoriété pour ouais. ton premier pilier. Et Deuxième, si je devais choisir, je pense, il y a le pilier RH. Parce qu'en fait, finalement, avoir des mecs. Euh, Enfin, la première vitrine que tu as vis-à-vis du client, c'est évidemment ton staff. Tu vois, ils arrivent, ils voient quelqu'un. S'ils voient quelqu'un qui est à peu près, qui présente bien, qui est souriant, qui est sympa, qui met à l'aise, franchement, dans ce secteur, c'est 10 fois, enfin, ça fait 10 fois plus de job que quelqu'un qui est un peu terne, qui se lève même pas et qui te dit va mettre tes affaires là-bas, tu vois. Ça, c'est aussi un truc que je fais pas mal, ouais. On fait des points réguliers, tu vois. On est tout le temps en contact avec le staff, même si j'y passe pas forcément tout le temps. Bah, je suis en permanence sur les groupes WhatsApp pour voir ce qui se passe, tu vois. ok, très bien. Donc l'équipe, deuxième pilier. Voilà. Est-ce qu'il y en a un troisième ou... Bah, il y en a Ouais. évidemment un troisième, je pense. C'est que dans ce secteur-là, si tu veux marcher, il faut quand même que ton truc de base soit attirant et soit fun, tu vois. Hmm. Et en fait, enfin, que tu aies un élément de différenciation par rapport aux autres. Si demain tu crées un énième escape game, même si tu fais bien les deux premiers piliers que je t'ai dit, Hmm. euh, tu as une super noto de marque, tu es hyper actif sur les réseaux sociaux, tu dépenses plein d'argent SEO et tu as un super staff. Si ton expérience n'est pas incroyable, tu auras beau faire ce que tu veux.
ça marchera pas, quoi. Mmh. OK, Donc, très clair et du coup, comment tu pilotes, globalement tes concepts? Parce que donc tu en as plusieurs en même temps. Il faut quand même que tu t'assures que tout ça, est rentable et viable. ouais. Qu'est-ce que tu suis? Alors tu nous as parlé de la partie, on va dire SEO et donc, comment est-ce que tu pilotes, on ce que les dépenses que tu engages pour ta notoriété. Qu'est-ce que tu regardes d'autre? Je sais pas, ça peut être de nature, financière, donc tu parlais aussi du turnover dans le staff. J'imagine que si tu vois que ça augmente, de manière complètement inconsidérée, c'est peut-être qu'il y a un problème et quelque chose à creuser. Est-ce que tu as d'autres indicateurs au quotidien, voilà, à nous indiquer? Alors, au quotidien, euh, mis à part effectivement l'acquisition digitale dont je te parlais, les principales que je regarde, les deux principaux, clairement, c'est les réservations. Ouais, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réservations d'un jour à l'autre, mais après ça, tu vois, ça veut pas forcément dire grand-chose au quotidien. C'est pas parce qu'il y a eu un drop de résa que tout va mal. Je le suis plutôt moi, donc on va dire ton chiffre d'affaires. Au quotidien, par contre, ce que je suis le plus, très clairement, c'est les avis Google, tu vois, ou les avis TripAdvisor. C'est-à-dire, ça, c'est le reflet de la santé de ton business, là, tout de suite, tu vois. Si tu te prends une étoile, 2 jours d'affilée, un mec qui dit, je sais pas, il y a eu un bug 2 fois d'affilée, bon, voilà, directement, tu vas voir et tu dis, attends, il y a peut-être un souci logiciel. Un mec 2 fois d'affilée, le mec qui dit, ben, le staff, ils étaient pas très agréables, ils tiraient la tronche pour pas dire qu'il y a un problème de staff, tu vois. Je trouve que ça, c'est un très bon indicateur, même si évidemment, tu peux gruger, mais c'est quand même un bon indicateur de voir tes avis Google. Donc, ça, c'est vraiment le truc que je fais au quotidien. Et après, si tu pars plus côté mensuel, ben, je pense que je regarde. Je sais pas ce que tout le monde regarde, mais moi, je regarde les trucs assez classiques, tu vois. Je regarde le chiffre d'affaires, les coûts, je vérifie que les dépenses sont pas délirantes. Effectivement, je regarde le turnover du staff s'il y a eu des missions. T'as Voilà. pas dit la trésor? Tu regardes pas ta Oui, trésor? la trésor, Ouais? bien sûr. En fait, les deux vont Ouais, ensemble pour moi, chiffre OK. d'affaires et trésor, ouais, tout à fait. Et et donc du coup, ton chiffre d'affaires, tu arrives à l'avoir, par mois? Enfin, en tout cas, les états dont tu nous as parlé, chiffre Le d'affaires, chiffre d'affaires, je l'ai tout par ça jour, hein, même. ouais, OK, avec ton outil Tous les jours, j'ai un outil, de tu vois, facturation, enfin de un outil d'encaissement. d'encaissement, ouais. Tout est centralisé dessus. OK, Il y a peu d'encaissements sur place. Et de toute façon, normalement, ils sont rentrés à l'intérieur du OK, logiciel. Et tous les jours, je sais mon chiffre d'affaires, tu vois. d'accord. Je Donc connais pas tous les jours mes coûts, par contre. ouais, Donc ça, je fais plutôt un point à la fin du mois avec le compta, avec la comptable. Mais le chiffre d'affaires, ouais, je l'ai direct en lecture première. Et ma trésor va un peu avec parce que si dans ce business-là, tu sais, tu as un BFR négatif où ton chiffre d'affaires est immédiatement encaissé. Donc en fait, ma trésor va souvent avec, quoi. Donc du coup, effectivement, je check aussi la trésor à ce moment-là sur mon compte en banque. OK. Alors on va juste passer, enfin on va passer juste après justement à l'autre partie, donc plutôt sur les difficultés, donc l'autre, activité. Avant, dernière question, tes interlocuteurs au quotidien, c'est qui? Est-ce que c'est par exemple ton banquier, ton expert comptable, un avocat? Est-ce que tu t'appuies sur des prestats de ce type-là ou est-ce que tu gères vraiment tout en autonomie? Non, non, non. Alors évidemment, j'ai un comptable, j'ai un banquier, Mmh, etc. Mes interlocuteurs au quotidien, c'est pas du tout les mêmes sur les trois business pour le coup. Parce qu'en fait, le business qui est mature, mon interlocuteur au quotidien, c'est clairement mon directeur et un peu mon banquier. Et mon directeur, il gère tout, tu vois. mmh, Je lui ai délégué. Enfin, non, je gère aussi quand même un peu l'agence SEO et l'acquisition digitale, comme je te disais. Mais ça, je l'avais délégué avant et je l'ai repris parce qu'en fait, c'est trop clé. Donc, l'agence SEO et l'agence conversion digitale, je les ai en direct sur Intent. Tout le reste, j'ai délégué à mon directeur. mmh. Donc, il gère l'ERP, il gère les réseaux sociaux, il gère la comptable. Tu vois, tout ça, il gère maintenant. Euh, sur Bomb Squad, en fait, c'est encore récent. Donc là, tous les réseaux sociaux, je les gère en direct. Et je gère beaucoup en direct tout le business développement. Donc, c'est-à-dire recherche agent immobilier pour des recherches d'autres locaux dans d'autres villes. Euh, Banquier beaucoup plus pour financement, Ouais, évidemment. Business développement, je gère les RP en direct. mmh, Et je gère beaucoup, je t'avais dit, tu sais, je développe ce concept en licence. Et là, aujourd'hui, c'est principalement moi qui suis l'interlocuteur direct des licenciés. OK, Donc, je gère avec eux la mise en place, etc. Et je gère aussi en direct sur ce concept toute la partie tech. OK, C'est-à-dire que avec mon CTO, donc qui est en fait un prestat, hein, mon CTO, qui fait tout le développement informatique du logiciel dont on parlait, et ben, je suis en direct avec lui sur savoir quelle sera la prochaine mise à jour, tu vois, bah, évidemment quel est le coût qu'on va financer de telle ou telle évolution sur le mois prochain, tout ça je le fais en direct. OK, Euh, OK. Tu m'as pas dit expert comptable parce que en fait, t'as pas d'échange quotidien avec ton expert comptable, si ce n'est pour qu'il te communique les coûts, mais Ouais, non, mon expert comptable, j'ai pas tellement d'échanges, j'en ai un à la fin du mois, ouais, quand on fait le bilan du mois, les factures, les coûts, voilà.
Au jour le jour, j'ai pas d'échange avec lui, non. Ok. Parfait, merci beaucoup. On passe sur donc l'avant-dernière partie, mais la dernière sera, bon, on l'a quasiment abordée, qui porte sur les difficultés. Donc là, l'idée c'est de savoir si tu as déjà connu des difficultés Oula, oui. et le cas échéant, bah voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà de quoi il s'agissait, comment tu t'en es rendu compte, comment tu t'en es sorti, quels conseils tu pourrais donner à ceux qui s'y trouvent ou qui vont s'y trouver Ouais. pour s'en sortir. Voilà. Moi, j'ai eu trois grosses difficultés, on va dire, dans la vie d'entrepreneur, tu vois. Euh, la première, la principale, évidemment, c'est que beaucoup de gens ont connu, je pense, c'est que tu as une boîte qui marche pas, tu vois, difficulté économique. Donc, c'était effectivement mon magasin de glace, concept, donc c'était de la glace à l'azote liquide. Sur le papier, c'était fun, non? Ça marchait en Australie. Tu mettais de la crème sucrée à base de plein de choses naturelles. Tu mets de l'azote liquide dessus à moins 190 degrés ou 180 degrés. euh, et ça fait poum, ça fait de la glace en 3 secondes, tu vois. Ok. C'est fun sur le coup. En Ah plus, bah carrément. c'est censé, tu sais que c'est censé être comme ça que les chefs étoilés font leur glace dans les restos étoilés. Parce que c'est fait sur minute, tu peux faire des trucs hyper stylés du coup, parce que tu peux faire des formes sympas, tu vois. Et normalement, t'as pas les cristaux de glace qui se créent, tu sais, les trucs qui croquent sous la dent, dans ce genre de procédé, parce qu'ils n'ont pas le temps de se former. Ok. C'est ce que je vendais à l'époque, comme claim. Sauf que j'avais pas un emplacement si incroyable que ça. Et dans ce business, contrairement à l'escape game dont on parlait tout à l'heure, tu vois, l'emplacement il est super raclé. Tu vois, c'est un achat d'impulsion, la glace, quoi. Voilà. Euh, les coûts étaient pas si bien maîtrisés parce qu'en fait, je pensais que j'allais dépenser. Je pensais qu'avec un litre d'azote, j'allais faire trois glaces. Et en fait, avec un litre d'azote, je faisais à peine une glace, tu vois. Et l'azote, ça coûte cher. Du coup, je vendais mes glaces plus chères que d'autres concurrents, genre à Morino, pour pas les citer. Et bah, du coup, les clients ne voyaient pas forcément toujours la différence. Euh, faire une glace, du coup, comme je viens de t'expliquer, bah, en fait, prenait un peu de temps. Parce qu'en fait, il faut faire tout devant le client. Mais du coup, quand tu as 4 clients, 5 clients qui arrivent en même temps, bah, le cinquième, il attend peut-être 5 10 minutes, tu vois. Donc, bah, en fait, en termes de débit, c'est plus long que de Ouais, prendre puis tu perds des clients faire un qui client. vont perdre patience. Et puis, je pense que le marketing autour de chimiste, azote, on établit un petit chimiste, bah, c'était pas si attirant, tu vois. Donc voilà, donc Ça, c'est ton côté ingénieur peut-être ouais, qui genre, t'a orienté, non, je tu pense crois? que c'est surtout que je me suis dit, si, peut-être, remarque. Je me suis dit que les gens allaient trouver ça marrant. Et Donc pardon, j'ai t'étais derrière, enfin c'est toi qui faisais les glaces. pas mal, ouais. Ouais, 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 alors ok. j'avais aussi un mec manager avec moi, j'étais pas non plus H24 dedans, mais une bonne partie du temps, je peux te dire, surtout quand tu vois les chiffres et que tu vois que tu perds de l'argent, t'essaies d'économiser les coûts, tu vas sur place faire la glace, hein. Donc ouais, j'ai beaucoup servi des glaces, hein. En plus, au-delà de ça, je pourrais acheter comme difficulté, mais ça je le savais, que c'est un business saisonnier, qu'on a eu un été dégueulasse cette année-là. Ouais. Ça Ça n'a arrive. pas aidé. Et ça n'aurait pas marché, je pense, quand même. Mais quand même, ça n'a pas aidé. Donc, j'ai ouvert un centre à Beaubourg, rue Saint-Martin, qui s'appelait Nitrogénie. J'en ai ouvert un deuxième au bout d'un an parce que je me suis dit peut-être que c'était le lieu. Vas-y, je vais ouvrir un pop-up à la Défense dans le centre commercial, en plein milieu du centre commercial des 4 temps. C'était un peu mieux, mais c'était pas beaucoup mieux. Et en fait, ça concept coûtait trop cher. Et du coup, effectivement, tu vois, au bout d'un an et demi, bah, en fait, j'arrivais pas à finir mes fins de mois. Je remettais de l'argent moi-même au pot pour pouvoir payer mes employés. Je le vivais tellement mal, tu peux pas savoir. Je dormais mal la nuit. Je me disais, putain, mais je vais pas pouvoir payer mes employés. Comment je vais faire? En plus, moi-même, je suis un peu en galère d'argent. Je pourrais pas remettre au pot. Est-ce que je vais avoir à la banque pour leur demander une rallonge? Comment je fais? Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. Je pensais que enfin, je pensais me mettre en session de paiement et tout liquider. Mais en fait, si tu fais ça, tu sais, Tu peux plus rien. tu peux plus rien faire Ouais. comme prêt de banque, quoi. Enfin, t'es fiché, quoi. Alors, officiellement, les fichages bancaires n'existent pas trop, officieusement, bien sûr que si. Donc, du coup, je voulais un peu éviter de faire ça, quoi. Parce que je savais que je voulais continuer ma vie d'entrepreneur. Et donc, en fait, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, parce que, j'avais un autre business à côté deux autres business à côté qui marchaient bien. C'était Limit Limit et Intent à l'époque, qui tournaient bien, qui me permettaient d'avoir un peu de cash pour renflouer Limit Limit. Deux, j'ai quand même mon père qui m'a fait un prêt à l'époque pour me permettre de finaliser la session et de finaliser enfin de un peu payer tous mes coûts, quoi. À taux de 2%, je précise. Quand même, il voulait pas faire gratos, et il a raison. Mais voilà. Et de trois, là où j'ai de la chance aussi, c'est que j'ai quand même relativement trouvé vite un repreneur de mon fonds de commerce. Tu sais, dans ce genre de business, le fonds de commerce, ça vaut quand même pas mal d'argent. Donc Hmm. c'est le
Même si tu pas propriétaire de ton local, tu sais, On revend le fond. tu peux revendre le fonds qui valait quand même pas loin de 200 000 euros. Et j'ai pas eu trop à attendre. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu deux repreneurs en même temps qui se sont motivés. Et j'ai pu faire un peu monter les enchères entre les deux, qui fait que finalement, j'ai quand même pas trop mal revendu mon fonds. Mais au global, j'ai perdu presque 500 000 euros, tu Ah ouais. vois. Ouais. Donc, j'ai vécu des soirées difficiles. Voilà, j'ai tout arrêté. J'ai passé 2 ans de ma vie sur ce projet-là à finalement pas gagner un euro et en perdre 500 000, tu vois. Niveau ego, niveau confiance en soi, ça te met un sacré coup. Après ça, je voulais carrément presque plus entreprendre, tu vois. J'avais plus envie de Mm. rien faire. Je m'étais dit, bah, franchement, pour finir comme ça, tu te sens déprimé, quoi. Voilà, après, je pourrais te dire que j'ai appris de mes erreurs, tu vois. Je sais maintenant que ce genre de business, très, très clairement, je ne le ferai plus, que je ferai peut-être plus attention aux coûts avant de valider un concept, tu vois, que je ferai peut-être plus attention à mon image de marque aussi. À l'époque, j'étais pas très bon dans tout ça, mais le fait est que si c'était à refaire, je l'en ferais pas, quoi. Et est-ce que tu as eu, ce qui est souvent décrit pour les entrepreneurs, le fait de faire un peu un déni, c'est-à-dire de ne pas accepter que tu es en difficulté et du coup de Ouais, repousser parce que grave, l'ouverture du deuxième, ça ressemble un peu à ça. Alors grave, après, t'as hmm. complètement raison. J'ai un peu fait un déni, je mets du temps à accepter que le truc allait pas marcher. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et tu dis j'ai passé 2 ans de ma vie là-dessus, mais et en même temps tu dis que tu avais deux autres concepts qui marchaient en parallèle en fait. Oui, j'ai pas fait que ça, c'est vrai. Oui, mais je trouve que c'est assez marquant le fait que tu t'en parles comme ça. C'est-à-dire que Pourquoi? bah, on a l'impression que à ce moment-là, l'échec prend presque plus de place que les deux concepts Mais qui ça marchent bien, prenait quoi. beaucoup plus de place parce Ouais. que Intent, donc l'escape game marchait, mais ça faisait déjà quelques années, 3 4 ans. Donc bah, j'avais moins besoin de m'investir dedans et j'avais un peu enfin, assimilé le succès, tu vois, j'étais Mm. content du truc. Et limite, ça marchait aussi, mais on était trois dessus. Le truc était géré par un distributeur et j'avais pas non plus besoin d'y être tous les jours. Donc en fait, Mm. le truc où j'étais tous les jours vraiment, C'était ça. et en plus j'étais presque tout seul dans ce truc-là, c'était celui-là qui me prenait le plus de temps. Et du coup, j'ai vraiment vécu l'échec personnellement, tu vois? Je l'ai pris j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, ouais. Ok. Euh, Bah merci déjà d'avoir enfin, partagé ça. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu avais Donc dit que ça, tu avais c'était été oui, en j'avais 3 échecs. trois? Donc ça, c'était Ouais. le premier, tu Ouais. vois? Le truc un peu évident. Genre la deuxième, c'est pas vraiment un échec, mais des difficultés que j'ai eues dans ma vie professionnelle, c'est que, j'ai déjà, enfin, j'ai eu des problèmes d'associés. Alors c'est pas forcément sur plusieurs, sociétés d'ailleurs, avec différentes personnes où je me sentais, plus vraiment en accord avec mes associés, tu vois? Et ça, je pense que pareil, on dit que j'ai entendu plein de gens dire que une des raisons premières de faillite de boîte ou en tout cas d'arrêt de boîte, c'est les conflits d'associés. Tu as peut-être vécu aussi. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je l'ai vécu. Alors, on n'était pas en conflit ouvert, mais moi, je me sentais que j'étais pas d'accord avec eux, qu'il y avait des choses qui ne passaient pas, que moi-même, je me sentais plus à ma place. Et du coup, bah, j'ai pris la décision sur une société d'arrêter, sur une autre société de revendre, sur une dernière société d'arrêter aussi. Et en fait, ça, pareil, je pense que c'est des soucis d'entrepreneurs qu'on réalise pas forcément comme échec, parce qu'on se dit l'échec, c'est quand ça marche pas. Mais non, parfois ça marche, mais en fait, l'échec, c'est que tu es malheureux, même si ça marche. Ouais, ouais, et limite aussi de rater quelque chose qui marche ou de l'arrêter. C'est vrai que c'est Ouais, un échec, ouais, c'est un et échec aussi. Ouais. grave. Mais même si tu l'arrêtes pas, tu vois, le truc marche, Mm, mais en fait, tu te sens pas à mm, ta place, tu te sens mm, malheureux, tu as l'impression mm, voilà, quelque chose qui va pas. Et du coup, ça, c'est une autre difficulté que j'ai fait face. Et au bout d'un mm, moment, moi, je me suis dit, bah, ça suffit, je change. Moi, maintenant, je vais être avec des trucs où je me sens bien, tu vois. mm. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Et le dernier truc, c'est qui est une difficulté, mais je pense que ça pour tout le monde, c'est le Covid, tu vois. Enfin, c'est dans ta vie d'entrepreneur, bah, en fait, quand tu as plein de boîtes, mais des boîtes comme moi qui sont B2C, commerce, et que tout ferme au moment du Covid, bah, en fait, déjà, tu plus de rentrée d'argent. Et en plus de ça, tu te sens tout seul. Tu rien à faire de ton quotidien. Et franchement, moi, je pense que j'ai fait une mini dépression à ce moment-là, tu vois. Enfin, je sais que j'ai fait une mini dépression à ce moment-là parce que je savais plus quoi faire. J'avais peur que plus rien ne reprenne. Je savais pas ce que je faisais de mon quotidien. Et au bout de 3 4 mois, 6 mois à changer des couches parce que j'avais un enfant, j'en pouvais plus, tu vois. Et du coup, j'ai repris un poste salarié pendant 1 an et demi, 2 ans, le temps que tout ça se décante, tu vois. Ouais, bah je te comprends. Je pense que c'était vraiment dur pour tous les entrepreneurs cette période de Covid. Là, c'était un enfer et tu as raison, on savait pas si ça allait réouvrir ou pas. Donc tous ceux dont le chiffre d'affaires dépendait directement de la réouverture, ce qui était en l'occurrence pas mon cas. Donc c'était plus facile, mais quand même c'était vraiment une période compliquée. Ouais. Bah Donc en ouais. plus pour ouais.
Puis pour moi, ce j'avais des type de loyers qui modèle. tombaient tous les Ouais. mois, tu vois. Est-ce que tu as eu, du coup, post-Covid, ce qui fait tomber pas mal de boîtes maintenant, hein, on a regardé, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu un PGE, qui sont en difficulté du fait du remboursement du PGE, parce que Ouais. inflation, parce que Ah oui, contraction de la ça fait demande, du mais moment. c'est un des critères qui fait que tu es en difficulté ou que tu l'es pas, quoi. Est-ce que toi, tu as été en difficulté pour rembourser tes aides, pour Bah, je le rembourser suis tes... encore sur Intent. Le PGE, il arrive à maturité plutôt, fin d'année. Et ouais, ouais, non, c'est chaud. J'ai quand même un gros PGE et en fait, tu vois, c'est un PGE qui a servi en grande partie à payer des loyers à fond perdu il y a 5 ans, qu'il faut rembourser aujourd'hui, c'est super chiant. Voilà, donc non, non, c'est ouais, je vis complètement le truc sur Intent et c'est pas simple. Ok. Merci. On va juste finir la dernière partie, mais tu en as donné pas mal déjà, hein, donc si tu as des conseils à donner, autres que ceux que tu as déjà pu donner, bah, je sais pas, aux créateurs, aux dirigeants, ou même ce que tu te dirais à toi au moment où tu as quitté ta carrière dans le conseil, où tu as lancé tes premiers concepts, c'est quoi le conseil que tu te donnerais pour te motiver ou pour je sais pas, t'éviter certains Pour éviter pièges? de Ouais, ne fais pas de glacier. ouais, ça c'était un premier. Ne fais pas de glacier. Ouais, c'est un peu ce que je t'ai dit. Fais gaffe à ton autorité de marque, à ton staff et à tes concepts. Ne délègue pas ce qui est clé dans ta boîte. Typiquement, le game design si tu crées un truc de loisir ou la recette de tes plats si tu crées un truc de restauration, tu vois, ou je dis n'importe quoi, ou le design de ta robe si tu crées de la, Des vêtements, hein. des vêtements, tu vois. Enfin, le truc fondamental à la base de ton business, bah, c'est à toi de le maîtriser de A à Z, tu vois. Donc ça, c'est un truc, par exemple, j'ai mal fait un moment sur Intent, parce que j'ai lancé des salles d'escape où j'ai délégué entièrement le game design à une autre boîte, parce que j'avais plus le temps de le gérer, parce que j'avais vécu une nitrogénie et que je me sentais pas confiance en moi. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ça à quelqu'un d'autre. Bah, grosse erreur, ils ont fait de la merde, le truc était pas fun. Ils ont juste tiré leur coût au minimum pour qu'ils ils s'embêtent pas à faire des trucs trop compliqués, tu vois, et des trucs à foirer. Mm. Vraiment, voilà, là-dessus, il n'y a pas à dire, faut que tu maîtrises ton concept de base, tu vois. Comment t'as fait pour reprendre confiance en toi après ton échec? Bah, je pense que mon expérience salariée a pas mal aidé, tu vois, parce que après l'échec, en fait, il y a eu une petite période de flottement, puis après, il y a eu le Covid. Je t'ai dit, là, j'étais en dépression, j'étais pas bien. Et en fait, l'expérience salariée, j'ai créé un truc assez cool. J'étais chez Franprix, tu vois. J'ai créé une appli d'e-commerce. J'ai rencontré plein de monde différents. Ça a bien marché. Voilà, c'est le truc, enfin, franchement, j'ai fait un truc, je pense, qui était une expérience d'intrapreneuriat, entre guillemets, qui était très cool. Et en fait, je me suis rendu compte chez Franprix qu'en fait, finalement, je savais faire des trucs, tu vois. Et puis voilà, donc ça, je suis sorti, j'étais plutôt content. Et puis Bomb Squad, évidemment, je vois que le truc cartonne et même la salle de quiz aussi, où je me suis dit, bon, en fait, ça va, je sais encore faire des choses qui marchent, tu vois. Mais ça a pris du temps. Donc voilà, et comme autre conseil, je vais dire un truc bateau, mais n'aie pas peur de l'échec, tu vois. Bon, ça arrive. Plein d'entrepreneurs qui disent qu'il faut connaître l'échec. Moi, je suis pas convaincu qu'il faut forcément connaître l'échec, mais bon, oui, ça arrive, tu vois. Ouais, c'est pas rédhibitoire, quoi. Non, c'est pas rédhibitoire. Je vais rajouter peut-être ne plante pas les banques, tu vois, parce que clairement, si j'avais planté la banque il y a 6 ans, après, moi, j'ai eu la chance de pas pouvoir le faire, tu vois, évidemment. Mais si tu peux, évite de le faire. Tu vois, mon banquier qui me disait il y a pas longtemps, on a eu un mec qui a planté qui nous a demandé une demande de financement. Et en remontant dans ses historiques, on a vu qu'il avait planté un prêt pour 20 000 euros, tu vois. Et du coup, le mec nous disait comme discours, bah oui, c'était 20 000 balles, on s'en fout, machin. Et le banquier disait, bah non, si t'as planté 20 000 balles, Ouais, tu vas planter 200 demain, 000. si t'as 800 000, tu planteras beaucoup plus, tu vois. Donc non, si t'as 20 000 balles, les plante pas, c'est complètement con, tu vois. Essaie d'assurer, parce que les banquiers, on les aime ou les aime pas, mais on a besoin d'eux dans ce métier, tu vois. Donc les plante pas. Parfait, bah écoute, merci beaucoup, super enrichissant, hyper intéressant. Voilà, plein de choses à retenir. Donc Bah écoute, merci tant mieux. de Merci à toi. nous avoir confié tout ça.